9 septembre 2025. À 39 ans, Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre. Son mandat n'est pas une promotion, c'est une mission de crise. Éviter la chute d'un nouveau gouvernement et accoucher d'un budget 2026 avant la fin de l'année, sans majorité, sous la menace permanente de la censure. Qui est ce moine soldat de la Macronie? Discret, loyal, mais encore méconnu du grand public? Son calendrier est sous une tension maximale. Consultation avec les partis, des socialistes au RN, bras de fer syndical et des premières annonces choc pour signaler la rupture. Il s'attaque d'emblée à un symbole, la fin des avantages à vie des ex-chefs de gouvernement. Un acte politique violent posé dès l'entrée pour prouver qu'il est capable de trancher et de faire des économies impopulaires. Une chose est sûre, après la jeunesse flamboyante de Gabriel Attal, Emmanuel Macron a choisi l'exact opposé. La méthode Lecornu n'est pas médiatique, elle est méthodique. Chercher un compromis budgétaire discret plutôt qu'un coup d'éclat, faire du fédérateur de l'ombre. Mais cette sobriété est-elle suffisante pour désamorcer la crise? Pour comprendre ce choix stratégique et la mission de Lecornu aujourd'hui, il faut sonder le profil qu'il a bâti au fil des ans, remonter aux racines de son engagement, lire ses ruptures à droite et décrypter son passage aux armées. C'est là que s'est forgé le pragmatisme froid et implacable de celui qui est aujourd'hui le dernier recours de l'Élysée. Né en 1986 dans le Val d'Oise, il fait ses études de droit à Assas. Un parcours classique en apparence. Pourtant, très vite, son CV devient objet de polémiques. La semaine dernière, Matignon avait catégoriquement nié l'existence d'une modification du site et refusé de commenter le niveau d'études du Premier ministre avant, bien évidemment, de faire marche arrière. Une simple correction administrative, disent ses proches. Pour ses adversaires, c'est la preuve d'une ambition précoce et d'une volonté de légitimité accélérée qui colle à la peau de cet homme pressé. Côté intime, un détail singulier définit son profil. Adolescent, il fréquente l'abbaye bénédictine de Saint-Wandrille, envisageant même la vie monastique. Ce n'est qu'un détail, mais il alimente le surnom de moine soldat et définit sa méthode de travail. Austère, secrète et entièrement dédiée à la tâche. Très tôt, il entre dans l'ombre de Bruno Le Maire, assistant à l'Assemblée, puis conseiller quand le maire est ministre. C'est sa matrice politique, un gaullisme de gestion obsédé par le pragmatisme et les dossiers. À 28 ans, il prend la mairie de Vernon. L'année suivante, il devient le plus jeune président de conseil départemental, Eure. La marque de fabrique, une gestion serrée, sans hausse d'impôts, et une politique controversée de contrôle RSA qui fait parler bien au-delà du département. C'est la marque d'une droite de gestion dure, obsédée par le juste droit, qui le suivra jusqu'à Matignon. Alors que son mentor, Bruno Le Maire, attend, Lecornu négocie directement avec l'Élysée. Il quitte LR et entre au gouvernement Philippe comme secrétaire d'État. Pour la droite, c'est une trahison fondatrice. Pour lui, un choix de pragmatisme implacable. Ce passage à l'ennemi lui ouvre les portes du pouvoir. Dans ses attributions, il suit des dossiers explosifs, Fessenheim, Flamanville, et pilote la réforme de la chasse. Puis, après la crise des Gilets jaunes, l'Élysée lui confie la co-animation du grand débat national. L'homme du terrain est envoyé affronter la colère pour canaliser la crise sociale. 2020 à 2022, ministre des Outre-mer. C'est le vrai test national. Il traverse la tempête Covid aux Antilles et gère le 3e référendum en Nouvelle-Calédonie, organisé en 2021 malgré le deuil et le boycott indépendantiste. Applaudi par les loyalistes, accusé d'avoir brisé la neutralité de l'État, il donne la première image d'un ministre qui tranche dans la douleur quand il pense l'intérêt général engagé. Ces années d'apprentissage laissent un profil net, un exécutant politique loyal et redouté qui assume les sujets inflammables. La suite, c'est Brienne, le ministère des Armées, la guerre en Ukraine, l'économie de guerre, la LPM à 413 milliards d'euros, le vrai test de leadership qui a forgé la méthode qu'il apporte aujourd'hui à Matignon. Juin 2022, Emmanuel Macron lâche une formule qui change tout. Nous entrons dans une économie de guerre. Derrière la formule présidentielle, un homme va la transformer en mécanique concrète. Sébastien Lecornu. Son ministère parle cadence, stock, délai, ligne de production, obus, missiles, bombes, poudre. Il faut produire vite, beaucoup et tenir dans la durée.
Première traduction visible, l'artillerie. Objectif annoncé par Lecornu dès 2023, tripler les livraisons d'obus de 155 mm de 1000 à 3000 par mois. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais de chaîne industrielle. Il faut réveiller les sous-traitants, l'acier, les poudres. Deuxième levier, comprimer les délais. Sur les missiles Aster, MBDA doit passer d'un cycle de 42 mois à 18 mois d'ici 2026. C'est l'esprit de l'économie de guerre. La même qualité, livrée beaucoup plus vite. Troisième levier, relocaliser des maillons critiques. À Bergerac, Eurenco rouvre et étend une capacité française de poudre propulsive, clé pour l'artillerie lourde. L'usine doit sécuriser l'approvisionnement des obus, car notre souveraineté ne tient plus qu'au bon vouloir de chaînes lointaines. Cette doctrine n'est pas qu'une affaire de budget. C'est une injonction managériale brutale qui exige des PME de la défense d'investir massivement, de s'endetter, de prendre des risques. Le ministre devient un État acheteur exigeant qui impose sa loi du « faire vite ». Prime. Quatrième et cinquième levier, théâtraliser et coaliser. Lecornu pousse l'idée de faire fabriquer en Ukraine même une bascule assumée de la base industrielle et technologique de défense, BITD, vers une logique de terrain. En parallèle, Paris lance la coalition Artillerie pour l'Ukraine, pour mutualiser commandes et accélérer les flux européens. Et quand l'inertie menace, Lecornu met la pression. Il évoque publiquement la possibilité de réquisition de personnel ou d'outils industriels. C'est un chiffon rouge légal, brandi pour la première fois par un ministre des Armées, signifiant clairement que l'intérêt de l'État prime sur les actionnaires et le profit immédiat. L'économie de guerre, ce n'est pas qu'un budget, même s'il est historique. 413 milliards d'euros sur 2024 à 2030. C'est une doctrine d'exécution. Réduire les cycles, sécuriser les intrants, standardiser, planifier, contractualiser plus long. Exemple parlant, la bombe guidée AASM Hammer. La France passe d'une cible de 600 kits à 830 réalisés en 2024 et vise 1200 en 2025. Le signal aux industriels est clair, cadence et intégration opérationnelle prime. Mais Lecornu sait que le mot d'ordre ne suffit pas. La BITD française affronte une concurrence féroce, Corée, Turquie, Israël, des pénuries de compétences et des goulets sur les poudres et composites. Le war footing se heurte au réel, et certains parlementaires doutent qu'on y soit vraiment. Quel type de ministre fut-il? D'abord un opérationnel de cabinet qui va au contact de l'outil militaire. Déplacement sur base, visite en zone d'effort. Son statut de colonel de réserve dans la gendarmerie lui donne une familiarité certaine avec la culture de discipline et de rigueur, utile quand il s'agit d'imposer des priorités et de tenir les délais. Sa méthode tient en 3 mots. Cadence, hiérarchie, reddition de comptes. Cadence, en contractant sur des volumes et des jalons. Hiérarchie, en assumant le rôle de l'État acheteur. Reddition de comptes, en sanctionnant l'inexécution. À Matignon, cette grammaire peut s'appliquer au budget, à l'énergie, à l'industrie, avec une différence majeure. Ici, il ne commande pas à une seule chaîne hiérarchique, mais à une majorité introuvable. Dernier point stratégique, la mise en réseau. Lecornu a poussé des formats ad hoc, coalition de capacités, coproduction, pour étendre l'effet de levier d'un budget borné. S'il échoue à Matignon, ce sera moins par manque de doctrine que faute d'alliés pour la mettre en musique. Au-delà de la LPM, l'économie de guerre, version Lecornu, c'est une culture du résultat appliquée à l'outil militaire. Reste à voir si cette culture peut survivre au bain acide d'une assemblée sans majorité. L'économie de guerre, c'est d'abord l'Ukraine. Sous Lecornu, Paris ne s'est pas contenté de livrer. La France copilote une coalition artillerie, avec les États-Unis, pour coordonner obusiers, munitions, formation et financement. C'est un format pensé pour durer au-delà de l'urgence. Symbole de cet effort, les Caesars. Emmanuel Macron a promis d'affecter toute la production 2025 à Kyiv. Paris finance en parallèle le MCO des pièces en ligne, allant jusqu'à puiser dans les revenus des avoirs russes gelés. L'effort anti-aérien suit, avec l'envoi du système SAMPT Mamba franco-italien pour contrer missiles et drones russes. Côté munitions, on parle de cadence. Objectif annoncé dès 2023, tripler les livraisons d'obus de 155 mm à 3000 par mois.
Pour y parvenir, la France relance ses intrants critiques. À Bergerac, Eurenco réouvre et étend la production de poudre propulsive. Autre goulot desserré, les missiles Aster. MBDA a compressé les cycles et le groupe annonce un doublement de sa production 2023 à 2025. Et la ASM, Hammer, 830 kits produits en 2024, 1200 visés en 2025, avec adaptation accélérée sur avions d'origine soviétique. C'est l'exemple type d'un ministère qui cadence et intègre vite au combat. Le Cornu pousse aussi la coproduction en Ukraine, pièces, drones, voire munitions. Paris a encouragé KNDS à implanter des capacités et signer des cadres bilatéraux pour produire et réparer sur place. Il déplace le centre de gravité de la défense française vers une logique de théâtre. Mais cette cadence a son talon d'Achille, le MCO, maintenance, et la disponibilité réelle des forces. Un rapport du Sénat rappelle que l'activité de l'armée est conditionnée par cela, pas seulement par les chiffres budgétaires. Malgré les hausses, ce point dur menace de casser l'outil militaire si l'effort ukrainien se prolonge sans répit. Côté finances, la LPM reste monumentale, mais sous contrainte. Le PLF 2025 subit des tensions de trésorerie et des reports qui alimentent le procès en insincérité des comptes. C'est là que la méthode Le Cornu, priorisée, jalonnée, arbitrée, se heurte au réel des déficits de l'État. Ce qui amène à la bombe à fragmentation politique qui l'emporte à Matignon, la guerre à Gaza. Le gouvernement a martelé que la France ne vendait pas d'armes létales à Israël. Pourtant, le maintien des livraisons de composants duals et de contrats anciens a nourri des polémiques violentes, contentieux et blocages de dockers. Ce dossier, géré aux armées, est désormais un risque politique personnel sur le bureau du Premier ministre. Finalement, quel type de ministre était-il face à l'outil militaire? Un opérationnel de cabinet qui va au contact. Base, chantier, zone d'effort. Son statut de colonel de réserve dans la gendarmerie lui confère une culture de discipline et de reddition de comptes. En clair, l'économie de guerre, version Le Cornu, c'est un logiciel d'exécution brutale. Produire vite, réparer prêt, financer finement, contrôler le maintien en condition. La question maintenant, ce logiciel peut-il survivre à l'Assemblée et au marteau-pilon du budget 2026 ? « 9 septembre 2025. Sébastien Lecornu arrive à Matignon pour une mission impossible. Déposer un budget 2026 qui tienne la route sans majorité. Le calendrier est implacable. La LOLF impose un dépôt du PLF au plus tard le 13 octobre. Chaque journée perdue rend l'équation plus dure. Or, le temps file. 2 semaines après sa nomination, toujours pas de gouvernement. Lecornu s'apprête à battre le record de lenteur. Cette lenteur assumée traduit un marchandage intense. Il cherche la composition du gouvernement la moins censurable et non la plus rapide. Sur le pavé, la pression monte. Les syndicats annoncent une nouvelle journée de grève le 2 octobre contre l'austérité héritée du gouvernement Bayrou. Lecornu ne dispose d'aucun état de grâce. Il doit négocier tout de suite, sous la menace d'une censure qui vient autant de la rue que de l'Assemblée. Face aux oppositions, Lecornu commence par signaler la rupture. Il renonce à la suppression de 2 jours fériés prévus par son prédécesseur et met fin à plusieurs avantages à vie de l'exécutif. Ces gestes, comme la limitation de la protection policière des ex-ministres et le plafonnement du véhicule de fonction, sont des économies symboliques. Le message vise autant l'opinion que les groupes charnières. Reste l'Assemblée où tout se joue. Le Parti socialiste tient la clé et fait monter les enchères. Moins d'économies, justice fiscale accrue, débat autour d'une taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines. Le RN brandit la censure s'il poursuit la même politique. Lecornu doit bâtir une voie médiane, mais le piège est parfait. Trop de concessions fiscales, et il trahit l'ADN macroniste. Pas assez, et il garantit la censure socialiste. La méthode Lecornu est transposée à la fabrique budgétaire. Cadence, tenir l'échéance, hiérarchie, sécuriser l'accord minimal du PS, reddition de comptes, économie ciblée, recettes fléchées. En coulisses, Bercy recale un texte bancable pour les marchés. Dans le pire des cas, il reste le 49-3. Mais le moine soldat va découvrir la limite de sa doctrine. Contrairement à un état-major militaire, l'Assemblée répond par la censure.
La discipline est une vertu rare au Palais Bourbon. Le chronomètre tourne. Déposé début octobre, au risque de voir le texte s'enliser. Au milieu, un pays nerveux où l'on conteste dans la rue pendant qu'on négocie en coulisses. Le Cornu gouverne, en économie de guerre, budgétaire, gagner des jours, acheter des voix, échanger des symboles contre des votes. S'il échoue, c'est la censure, et peut-être la dissolution. S'il réussit, ce sera par une couture fine, fil après fil, entre justice sociale affichée et trajectoire de déficit crédible. Prochain chapitre, comment cette couture se heurte aux réalités, croissance à plat, note souveraine sous surveillance et la tentation du 49.3. L'image du moine soldat a ses ombres. D'abord la probité. En 2023, l'affaire de prise illégale d'intérêt est classée après remboursement de 7 874 €. Un épilogue juridique, mais un rappel politique. L'exemplarité est un capital fragile. 2025 rouvre un front, une enquête pour favoritisme liée à la commande d'exposition sur fonds publics. Le Cornu est entendu par les enquêteurs. L'affaire pourrait filer vers la Cour de justice de la République. À ce stade, pas de mise en examen, mais le soupçon colle, d'autant qu'il arrive à Matignon. Le Premier ministre de la rigueur budgétaire est lesté par ses soupçons de probité. Autre polémique, plus symbolique, le diplôme. Après des années de bios officiels mentionnant un master de droit public, Matignon reconnaît qu'il s'agit d'un master 1 et non d'un master 2. Pour ses proches, une simple précision. Pour ses adversaires, une accusation de gonflage de CV qui renforce l'image d'un homme obsédé par sa légitimité. À l'international, le terrain est miné par la guerre à Gaza. Le gouvernement a martelé que la France ne vendait pas d'armes létales à Israël, flux inférieur à 0,2% du total annuel. Mais le maintien des livraisons de composants duals et de contrats anciens a nourri polémique, blocage de dockers et contentieux. Une ligne de crête qui s'est transformée en bombe politique au moment où le Cornu arrive à Matignon. En Nouvelle-Calédonie, enfin, le passif pèse. Organisé le 12 décembre 2021 malgré le deuil et le boycott indépendantiste, le troisième référendum donne 96,5% au non avec une participation atone. Les loyalistes saluent une promesse tenue. Le FLNKS parle de rupture de neutralité de l'État. Depuis les émeutes de 2024, chaque mot sur l'archipel ravive le dossier Le Cornu et son image de ministre qui tranche sans consensus. Ce faisceau de controverses n'efface pas la doctrine qui l'a propulsé. Son logiciel est synthétisé dans un livre manifeste, Vers la guerre 2024, où il défend une vision de l'État qui se doit d'être hiérarchisée et autoritaire. Ses angles morts, probité, archipel sensible, symbole, n'éclairent pas moins ses signaux politiques. Coup de frein sur les totems impopulaires, geste d'exemplarité, fin des avantages à vie. Le Cornu est un exécutant redouté pour sa capacité d'exécution, mais lesté par un capital politique fragile. La suite, c'est l'épreuve du feu. Budget 2026 sous pression sociale, nouvelle grève intersyndicale annoncée le 2 octobre. Et la question qui tue, gouverner en économie de guerre, quand la rue et l'Assemblée tirent à U et à dia. Au 25 septembre 2025, 15 jours après sa nomination, Sébastien Le Cornu n'a toujours pas présenté son gouvernement. Il met le quoi avant le qui, assumant la lenteur au risque de battre le record de délai sous la 5e. Mais le temps politique et le temps social convergent vers un point de rupture. La dramaturgie est posée. Le budget doit être déposé le 7 octobre ou le 13 au plus tard, pendant que l'intersyndicale a fixé une nouvelle journée d'action le 2 octobre. Le Cornu doit déposer à l'heure, désamorcer la rue et désarmer au moins une censure. Premier scénario, l'accord minimal. Le Cornu obtient une non-censure socialiste contre des actes forts, gestes fiscaux sur les très hauts patrimoines, type taxe Zuckman, adoucissement de l'effort d'économie. Le PS menace, mais pourrait ne pas censurer si la ligne budgétaire bouge réellement. C'est l'atterrissage le moins spectaculaire, mais le plus stable pour la suite du quinquennat. Deuxième scénario. Minoritaire assumée. L'exécutif navigue à vue, cherchant une abstention bienveillante au centre droit ou au RN sur certains articles du budget.
Une hypothèse fragile? La droite promet de juger sur pièce, et le RN alterne signaux d'ouverture tactique et menaces claires de censure. Une trajectoire tenable quelques semaines, mais politiquement corrosive. Troisième scénario, le 49.3. Juridiquement, le gouvernement peut l'utiliser autant que nécessaire sur un PLF. Politiquement, c'est le chiffon rouge qui déclenche instantanément la censure. Lecornu le sait, l'arithmétique de la 17e législature rend l'exercice périlleux. Il sera contraint de l'utiliser si l'accord minimal échoue. Quatrième scénario, la chute et la dissolution. LFI appelle déjà à une motion de censure dès l'ouverture. Le PS menace. Si le RN s'y joint, Matignon tombe. Que se passe-t-il ensuite? Soit tenter un autre Premier ministre, soit la dissolution. Pouvoir propre du président, possible car plus d'un an s'est écoulé depuis la précédente dissolution de 2024. Pour accrocher des passerelles, Lecornu a envoyé des signaux d'exemplarité, comme le décret limitant la voiture et le chauffeur pour les anciens premiers ministres. Ces gestes, destinés au groupe charnière, sont le prix à payer pour l'immobilier politique. On a dit que Lecornu gouvernait en économie de guerre. C'est vrai pour les obus et les missiles. Le test maintenant, c'est le budget. Même grammaire, cadence, hiérarchie, reddition de comptes. Sauf qu'ici, il ne commande pas une chaîne industrielle. Il affronte une assemblée sans majorité et un pays sous tension sociale. Sébastien Lecornu survivra-t-il à son propre logiciel? Le moine soldat peut-il fabriquer du consensus budgétaire dans une France fracturée? Dites-moi en commentaire, quel compromis vous semble acceptable pour éviter la crise? Et à quel prix?